Bonsoir mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Voici les titres au sommaire de cette édition. En Côte d'Ivoire, ce mercredi, au palais présidentiel s'est tenu le traditionnel conseil du gouvernement. Au nombre des sujets abordés, la deuxième édition de l'Africa Santé Expo 2019 qui se tiendra à Abidjan du 7 au 9 février prochain. Le procès à la CPI de l'ancien président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, l'avocate des victimes, Paulina Massida, est en Côte d'Ivoire. Elle était aujourd'hui face à la presse. Les détails de ce moment vous seront livrés dans ce journal. Et puis au Venezuela, le président du Parlement, Juan Guaidó, s'est autoproclamé président en exercice du pays. En attendant de nouvelles élections, une autoproclamation reconnue par plusieurs pays, parmi lesquels figurent les États-Unis. Bienvenue dans ce 23h. Le conseil hebdomadaire des ministres s'est tenu ce mercredi au palais présidentiel, comme cela est de coutume. La rencontre s'est articulée autour de sujets liés à la vie de la nation. Suivons ce compte-rendu de Jérôme Kofi Aboula. L'organisation de la deuxième édition du Salon sur la santé dénommé Africa Santé Expo 2019 à la Côte d'Ivoire. Le Conseil des ministres en sa session de ce mercredi 23 janvier 2019 ne manque pas de communiquer sur cette rencontre prévue entre les 7 et 9 février à Abidjan. Il indique qu'un accent particulier va être mis sur l'engagement politique des ministres chargés de la santé au niveau régional. Cela à travers une déclaration dite « Déclaration d'Abidjan ». La déclaration d'Abidjan marquera la mise en place d'une plateforme collaborative réunissant les industriels, les professionnels de la santé et les experts en réglementation pour la promotion de partenariats dans des domaines de l'industrie afin de mobiliser les ressources nécessaires pour le développement de l'industrie pharmaceutique en Afrique. Une autre rencontre, également objet d'une communication au cours de ce conseil. Il s'agit du lancement des consultations régionales sur la modernisation de l'administration publique. Les consultations régionales ont pour objectif de garantir les conditions sociopolitiques de succès du programme de modernisation de l'administration développé dans le document de stratégie de modernisation de l'administration en cours de finalisation. Ces consultations se dérouleront avec la participation et le soutien de l'administration territoriale qui assurera la conduite des travaux à travers les préfets de région. Au cours du point presse, à l'occasion de ce conseil, les journalistes se préoccupent d'une certaine pression de l'exécutif sur les magistrats. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, venu pour la circonstance, dit qu'il n'en est rien. Toutefois, il en appelle à la sérénité des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions. Le garde des Sceaux, dans ses propos, appuyé par le porte-parole du gouvernement qui, lui, rappelle l'attachement du président de la République, Alassane Ouattara, à la séparation des pouvoirs. Fondamentalement, le président de la République reste attaché au respect scrupuleux de la séparation des pouvoirs. Ça, c'est véritablement le dogme de départ et à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Donc, véritablement, il ne peut pas y avoir de mélange ou d'interférence de quoi que ce soit de l'exécutif au niveau du pouvoir judiciaire. C'est avec les divers que le Conseil a refermé ses portes. Et à ce chapitre, la visite d'amitié et de travail du président togolais Faure Gnassingbé en Côte d'Ivoire, le lundi 28 janvier 2019, figure en bonne place. Et à l'issue de ce conseil, la traditionnelle conférence de presse conduite par le porte-parole du gouvernement. À cette occasion, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, s'est livré au questionnaire de la presse, les présumées pressions de l'exécutif sur des magistrats, l'immunité parlementaire et la CPI étaient au cœur des échanges que je vous propose d'écouter dans cet élément. La Constitution qui est abondamment citée et qui garantit l'indépendance de la magistrature doit être lue dans son entièreté quand on entend recourir à cette Constitution. Il est clairement indiqué que lorsque le juge estime son indépendance menacée, il doit saisir le Conseil supérieur de la magistrature. Vous voyez, autant la Constitution garantit l'indépendance,
autant des mécanismes sont prévus pour veiller à cette indépendance. On parle également de menaces provenant d'un membre du gouvernement. Je suis moi-même membre du gouvernement. Raison de plus pour saisir le membre du gouvernement que je suis à l'effet d'interpeller au besoin mes collègues. Cela n'a pas été fait. En outre, on parle de mutation-sanction. Quand vous prenez la Constitution, et je l'ai toujours sur moi, l'article 146 dispose que le Conseil supérieur de la magistrature donne son avis conforme sur la mutation et la promotion des magistrats du siège. L'avis conforme veut dire que si le Conseil supérieur n'est pas d'accord, la mutation ne se fait pas. Il ne peut donc y avoir de mutation-sanction. Je ne vais pas tomber dans la polémique. Je voudrais au contraire appeler les magistrats à plus de sérénité, qu'ils soient au travail, qu'ils œuvrent, puisque la justice est rendue au nom du peuple, qu'ils œuvrent pour le peuple et qu'ils soient sereins. Beaucoup d'efforts sont faits par le chef de l'État et par le gouvernement pour justement faire en sorte que les magistrats soient dans des conditions psychologiques, matérielles et morales satisfaisantes. Si un juge estime que son indépendance, son intégrité physique ou morale est menacée, il s'adresse au Conseil supérieur de la magistrature. Et c'est là où sont débattues ces questions. Donc, le Conseil supérieur, je suis membre du Conseil supérieur de la magistrature, on n'a pas été saisi. Personne, à la date de ce jour, ne m'a fait cas d'une émission de l'exécutif dans le travail qu'ils font. Cette déclaration qui est intervenue ne précise rien. Ne précise rien. C'est la raison pour laquelle j'appelle l'ensemble des magistrats placés sous ma tutelle technique à plus de sérénité, à œuvrer dans leurs offices, à travailler, sans se laisser perturber par ce genre de déclaration. Pour le président de la République, il n'est point question d'autoriser l'émission de l'exécutif dans quelque corps ce que soit, ni au niveau du législatif, ni au niveau du judiciaire. Tout ce qui est fait doit être fait dans un cadre légal. Il tient au respect de l'indépendance de la justice. L'immunité, que ce soit des magistrats, que ce soit des parlementaires, ne constitue pas un privilège. C'est une simple protection accordée aux parlementaires pour l'exercice de leur profession. Ce n'est pas un privilège. Nul ne doit être au-dessus de la loi. Donc je peux vous le confirmer. Il n'y a pas d'immunité absolue. Il y a des procédures qu'il faut respecter. Et la justice respecte les procédures. L'État de Côte d'Ivoire n'a nullement participé ni à la détermination des témoins, ni à la détermination des preuves, ni à quoi que ce soit. Nous sommes tenus de coopérer. C'est-à-dire que lorsque la CPI nous demande de faciliter le voyage de telle ou telle personne, nous le faisons. Lorsque la CPI estime qu'il y a quelqu'un qui est incarcéré, qui devrait être transporté à la CPI, nous aidons à le faire. Mais nous n'avons pas participé à quelque instruction que ce soit. Et dans le même temps, le procès Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, l'avocate des victimes était face à la presse ce jour. C'était à Abidjan, à la Maison de la Presse, le point de la rencontre avec Moussa Konaté. L'avocate des victimes dans le procès de Laurent Gbagbo Charles Blé Goudé s'exprime sur les derniers développements de l'affaire. Face à la presse, Maître Paulina Massida apporte des précisions sur la décision de l'acquittement et la suspension de la libération de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. La Chambre d'appel tiendra une audience le 1er février 2019 à 9h30 hors de La Haye pour entendre les derniers arguments de toutes les parties. La Chambre d'appel ne rendra pas sa décision à la dite audience. Je souhaite souligner que la Chambre d'appel se prononcera seulement sur la question de la mise en liberté de M. Gbagbo et de M. Blé Goudé. En ce qui concerne la décision d'acquittement, il faudra attendre le dépôt par la Chambre de première instance de sa décision écrite motivée. Par la suite, l'accusation
pourra déposer un appel à l'encontre de la décision d'acquittement. 729 victimes autorisées par les juges de la Cour pénale internationale ont pris part à la procédure. Selon la représentante des victimes dans l'affaire Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, les victimes déçues de la décision d'acquittement attendent que justice leur soit rendue. Les victimes ont contribué à la procédure en partageant et expliquant leurs souffrances et les nombreuses conséquences des crimes sur leur vie, leur famille et leur communauté. Conséquences qui ont encore des répercussions sérieuses dans leur quotidien. Les victimes que je représente restent confiantes de pouvoir poursuivre leur quête de justice devant la Cour pénale internationale. Le 15 janvier, la Chambre de première instance de la Cour pénale internationale a prononcé l'acquittement et la mise en liberté des 2 leaders politiques. Le lendemain, une demande de suspension de cette décision réclamée par l'accusation est rejetée. Le 18 janvier, la majorité des juges de la Chambre d'appel octroie la demande d'effet suspensif de la décision de libération de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Le Salon international de la sécurité et de la défense, Shield Africa 2019, est à son 2e jour. La plateforme d'échange et de rencontres dédiée à la sécurité et à la défense est une occasion pour les exposants et les industriels professionnels de partager leur expérience. Le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, y a effectué une visite qui nous est relatée ici par Abou Sanogo. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, à la 5e édition de Shield Africa 2019, le Salon international de la défense et de la sécurité intérieure, la plus grande exposition africaine pour la sécurité et la défense. Une plateforme de rencontre qui se présente comme le carrefour de technologies de sécurité. Elle offre une opportunité aux responsables africains, publics et privés, de rencontrer des industriels en vue de rechercher des solutions dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Et aussi une occasion pour les participants de présenter au ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, leur matériel et montrer les technologies les plus récentes en matière de défense et de sécurité dans le domaine de la protection et le contrôle des frontières. C'est un salon où les exposants de premier plan sont présents, tous les pays sont représentés. Il y a 14 délégations officielles, 75 délégations d'exposants et près de 150 sociétés qui sont présentes. Nous avons l'opportunité d'échanger et d'avoir des solutions qui sont en adéquation avec nos préoccupations et nos budgets. Le thème cette année, c'est la sécurité à nos frontières. Nos frontières sont poreuses, c'est la grande menace. Aujourd'hui, le terrorisme, etc. Nous avons aujourd'hui travaillé sur des solutions qui permettent d'assurer la libre circulation des personnes, mais de garantir une sécurité sans faille. C'est important et je crois que si nos frontières sont sûres, nos territoires seront sûrs. À cette plateforme de rencontres spécialisées dans les questions de défense et de sécurité, 56 militaires issus de l'armée, de la gendarmerie et de la police nationale, dont 8 stagiaires de télépilotes de drones et 48 stagiaires en sécurité des systèmes d'information et cyberdéfense, ont reçu du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko et du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Sidiki Diakité leur diplôme de fin de formation. Et ce mercredi a été aussi marqué par l'ouverture à Abidjan de la 5e édition de la Semaine des douanes ivoiriennes. Malgré le déficit observé au cours de l'exercice précédent, l'État ivoirien attend des douanes un peu plus de 1915 milliards de francs CFA. C'est l'objectif fixé à l'institution pour cette année 2019. Les détails avec Lanciné Bakayoko. En 2018, les douanes ivoiriennes ont recouvré 1747 milliards sur un objectif de 1813 milliards de francs CFA, soit un manque à gagner de 66 milliards. En cause, les restrictions liées à l'importation des véhicules de plus de 5 ans et l'exigence de certificats de conformité à l'embarquement. Malgré ces difficultés, d'importantes actions ont été menées sur les chantiers de la modernisation des douanes. Il s'agit notamment de la poursuite des mesures inscrites dans le cadre du processus de simplification des procédures, de facilitation des échanges et de lutte contre la fraude. Il s'agit également du renforcement de la dimension éthique en vue de promouvoir les valeurs morales qui fondent la déontologie des douanes. Sur cette question d'éthique, le gouvernement a créé un conseil de discipline sectorielle.
Un dispositif d'autant nécessaire que pour l'exercice en cours, les prévisions de recettes à mobiliser s'élèvent à 1915 milliards de francs CFA, en augmentation de 7%. Un vrai challenge au regard du contexte. En effet, 2019 verra en plus de l'interdiction d'importation de véhicules de plus de 5 ans, l'application de certains engagements étatiques tels que les accords de partenariat économique APE avec l'Union européenne, l'application des mesures relatives à l'exigence de l'attestation de conformité avant embarquement et l'écotaxe. Des leviers existent pour surmonter ces défis. On peut citer la réorganisation du transit routier et des procédures au guichet unique automobile, la maîtrise des régimes suspensifs et du dédouanement des envois express. Nous allons faire le nécessaire pour mettre en place certains dispositifs techniques avancés pour nous permettre de mieux renforcer le contrôle là-dessus. Vous avez également souligné toutes les questions d'éthique. Je souhaiterais qu'on puisse faire le nécessaire pour que nous ayons une douane qui soit à la hauteur d'un pays qui est aujourd'hui pré-émergent et qui va être émergent à l'horizon 2020. Cette 5e semaine des douanes ivoiriennes prévue pour s'achever ce 25 janvier devrait aussi être l'occasion de créer une synergie d'action entre les collecteurs de l'argent public et les partenaires privés. Dans le secteur agricole, la filière cola s'organise peu à peu. L'organisation, qui jusqu'à une date récente ne comportait pas d'interprofession et était méconnue des autorités ivoiriennes, fait la promotion de ses actions à travers des tournées de sensibilisation et d'information. Cheikh Koné nous en dit plus. Porter la bonne nouvelle du décret instaurant une interprofession agricole de la filière cola aux producteurs, aux commerçants, aux exportateurs et aux transformateurs. Telle est la mission qui s'est assignée Diarasouba Aboudraman, président du conseil d'administration de cette nouvelle interprofession. Ainsi, du 8 au 14 janvier dernier, une tournée de sensibilisation et d'information a été organisée dans 10 villes de l'intérieur du pays. L'apothéose de cette tournée a eu lieu à la mairie d'Anyama, la cité du cola. Au cours des échanges, plusieurs intervenants se sont succédés. Ils ont tous salué l'abnégation des professionnels du secteur dont le travail a permis de faire aujourd'hui de la noix de cola un produit de rente. Une satisfaction saluée à sa juste valeur qui dénote de la volonté du gouvernement à développer des activités agricoles dites mineures. C'est pourquoi Diarasouba Aboudraman a pour sa part salué les autorités compétentes pour la confiance accordée aux acteurs de la filière cola. Rappelons que la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de la noix de cola avec 260 000 tonnes en 2016. Un sujet d'intérêt national, le programme de construction de logements sociaux. De nouveaux promoteurs immobiliers seront bientôt recrutés. Une action qui sera engagée par le ministère de la Construction, du Logement, de l'Urbanisme pour pallier les retards accusés au niveau du programme présidentiel de construction de logements sociaux. On en sait plus avec Cheikh Koné. Depuis son lancement en 2013, le programme présidentiel de construction des logements sociaux et économiques n'a pas produit les résultats escomptés. Sur 150 000 logements prévus d'ici à 2020, seulement 10 249 sont sortis des terres. Afin d'adresser les difficultés liées à ces retards, le gouvernement a décidé de passer à la vitesse supérieure à travers de nouvelles dispositions. Le recrutement de promoteurs immobiliers disposant de capacités techniques et financières de production de masse de logements. Il s'agit de passer là aussi à une échelle beaucoup plus grande que celle que nous constatons aujourd'hui. Nous encourageons les promoteurs nationaux à s'allier à des promoteurs internationaux qui ont l'expertise, qui ont les capacités pour aller plus vite, plus fort. À cela, il faut ajouter la mise en œuvre de techniques innovantes de construction, la facilitation de l'accès au crédit à la fois pour les promoteurs et pour les acquéreurs. Pour Bruno Koné, il y a nécessité de redéfinir la politique du logement social en Côte d'Ivoire pour la prise en compte des réalités locales d'une part et la fixation d'un prix adapté d'autre part. Le principe est simple. Si vous voulez faire du logement social, il faut faire un logement adapté aux populations qui ont le moins de moyens. Et pour faire un logement qui est adapté à ces populations, il faut qu'il soit le moins cher possible. Et pour qu'il soit le moins cher possible, la solution, ce n'est pas un cahier des charges qui crée au contraire une inflation au niveau du coût du logement, y compris du logement social. Au niveau du développement des villes, il est prévu pour 2019 une restructuration des quartiers précaires à Abidjan où vivent plus d'1 million de personnes, a annoncé Bruno Nabagno Koné.
Pour ce qui est du cadre réglementaire des secteurs de la construction et de l'habitat, un projet de code en cours d'élaboration sera finalisé dans le courant du premier trimestre 2019. Ce code permettra de disposer d'un cadre réglementaire lisible et sécurisé. Et surtout, il évitera nombre de malentendus avec les usagers de nos services. Pour la mise en œuvre de tous ces chantiers, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme dit pouvoir compter sur l'efficacité de toutes ces structures sous tutelle. La deuxième phase du compendium des compétences féminines a été présentée officiellement. Financée à hauteur de 5 milliards de francs CFA, elle vise les femmes du milieu rural. Cette présentation nous est rapportée par Franck Quadio. Fini la phase 1 du programme du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Une phase qui consistait à promouvoir l'accès des femmes aux différentes sphères de décision, mieux de contribuer à l'amélioration de leur leadership dans les affaires publiques et privées. Le compendium a bien travaillé. Quand on regarde les résultats que nous avons eus par secteur, au niveau des femmes qui ont eu des positionnements dans l'administration ou qui ont été élues parce que formées par le compendium, ce sont des résultats. Nous avons aussi des femmes qui ont eu des emplois, ne serait-ce que par le réseautage entre femmes du compendium. Nous sommes d'autant plus satisfaits qu'aujourd'hui, on est meilleur programme africain. Nous avons été meilleur programme de par nos stratégies au niveau du compendium qui permettent d'atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030. La deuxième phase du programme vise à préserver les acquis de la première phase, mais surtout à mettre un accent particulier sur les femmes du milieu rural. Dans cette deuxième phase, nous allons déployer toutes les stratégies concernant les femmes du milieu rural pour leur autonomisation et pour l'entrepreneuriat envers elles. Elles sont déjà des leaders dans leur domaine. Il suffit seulement de renforcer leur capacité, de les identifier et de les accompagner pour que, à toutes les étapes, au niveau de l'État, qu'on ait des leaders, des femmes leaders qui, avec les hommes, conduisent le développement. Selon Raymond Goudou-Kofi, ministre en charge de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public, également membre du compendium, la mobilisation et l'identification des femmes a permis la mise en place d'un vivier de compétences féminines pour la Côte d'Ivoire. Concernant les ressources pour l'élaboration de la phase 2, le programme prévoit 5 milliards, dont 3 milliards à collecter auprès de l'État et 2 milliards auprès des différents partenaires. Depuis 2011, le gouvernement ivoirien s'investit pour faire de l'égalité des sexes une réalité. Le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire est mis en place pour traduire cette volonté du gouvernement en actions concrètes. Au chapitre politique de ce 23h, les dernières élections couplées à Port-Bouët et Grand-Bassam, les résultats à l'issue de la reprise du scrutin municipal en donnent respectivement vainqueurs Aimou Sylvestre et Jean-Louis Moulot. La Chambre administrative s'est prononcée ce mercredi sur les contentieux électoraux. La victoire des deux hommes dans les deux communes a été confirmée. Herman Guivet. La Chambre administrative de la Cour suprême a confirmé ce mercredi la victoire de Jean-Louis Moulot, candidat RHDP à l'élection municipale de Grand-Bassam. Une décision qui marque ainsi le rejet du recours porté par son adversaire, Ezalé Georges Philippe. La Chambre administrative de la Cour suprême qui s'est également prononcée sur le contentieux électoral du scrutin du 16 décembre, opposant Siandou Fofana à Aimou Sylvestre, tranchant en faveur d'Aimou Sylvestre, candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire à Port-Bouët. Notons que les candidats Georges-Philippe Ezalé et Siandou Fofana ne pourront pas faire appel de cette décision, vu qu'il n'existe aucune voie de recours devant la Chambre administrative de la Cour suprême. Et les pré-congrès se multiplient à l'approche du 26 janvier 2019, date choisie pour la tenue du congrès constitutif du RHDP. Je vous propose de suivre dans cette mouture un résumé des actions de mobilisation. Des dockers de San Pedro et d'Abidjan, aux côtés de leurs parrains, les députés indépendants de Touba, Sako Mamadou, réaffirment leur adhésion et leur soutien au Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP. Ils l'ont signifié au Palais de la Culture de Treichville par la voix de leur porte-parole, Kobena Carlos. En phase avec les dockers d'Abidjan et de San Pedro, Sako Mamadou les a assurés de sa disponibilité à rejoindre le RHDP. Est-ce que vous êtes d'accord pour notre adhésion RHDP unifiée? Dès cet instant, je vais appeler les autorités pour adhérer
au RHDP unifié. Les dockers de San Pedro et d'Abidjan seront présents le 26 janvier prochain au congrès constitutif du RHDP. C'est l'espace Tchentchen de Boisflé qui a abrité le meeting de clôture du pré-congrès du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, de la région de la Maraoué. Devant plus de 4000 personnes, l'envoyé du RHDP a donné les raisons principales pour la mise en place de ce parti. Pour Amédée Kouakou, seul le rassemblement des Ivoiriens autour des idéaux de Félix Houphouët-Boigny peut garantir la paix, la stabilité et le développement en Côte d'Ivoire. Le 26, tous les partis politiques vont être ensemble. Et désormais, on va avoir un destin commun. On va vivre ensemble. Tu ne peux plus aller prendre de cartes de RDR, de cartes de UDPCI. C'est fini. Désormais, nous avons une seule carte qui est la carte des militants du RHDP. Les populations de la Maraoué attendent beaucoup de ce nouveau parti. Le meeting a été précédé des conclusions des travaux du pré-congrès avec 500 participants. Pour le rendez-vous du 26 janvier prochain, la région de la Maraoué compte mobiliser 7000 participants. Les militants et sympathisants sont venus des 4 départements de la région du Cavali pour prendre part au pré-congrès du RHDP unifié. Anne-Désirée Ouloto, présidente du comité d'organisation, a dans son adresse indiqué la nécessité d'aller au RHDP unifié. Ce sera l'occasion pour les Ivoiriens épris de paix, les Ivoiriens rassemblés au sein du RHDP, pour démontrer à la Côte d'Ivoire et au monde que le RHDP, c'est la force d'une Côte d'Ivoire rassemblée. Toute la nation aujourd'hui veut la paix. Et pour cela, nous devons nous rassembler au-delà de nos appartenances politiques, de nos divergences, et mettre que l'intérêt supérieur de la nation. Après les travaux en commission, la ministre Maria Toukoné, chef de délégation, a marqué sa satisfaction quant à la mobilisation des militants et sympathisants du futur parti unifié. Par tout ce que j'ai constaté, je peux dire haut et fort que le RHDP, c'est bel et bien la force d'une Côte d'Ivoire rassemblée, la force d'une Côte d'Ivoire stable, la force d'une Côte d'Ivoire paisible, auquel adhère le Cavali. À Mans, c'est au lycée professionnel que se sont déroulés les travaux en commission du pré-congrès du RHDP unifié de la région du Tonkbi. Ensuite, c'est à la place de la mairie de Mans que les congressistes venus des départements de Mans, Danané, Zouaounié, Biancouma et Sipulu ont tenu le meeting de clôture. Les différents émissaires du futur parti unifié ont salué l'implication de tous les congressistes de la région du Tonkbi pour ce projet qui, selon eux, sera bénéfique pour l'ensemble des Ivoiriens. Le RHDP travaille à rassembler les enfants de Houphouët-Boigny, à rassembler la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'Houphouët a dit qu'il n'y a pas de préalable à la paix. Mais la paix est un préalable au développement. Il est temps de nous mettre ensemble pour donner une chance à notre pays. Une chance pour la stabilité de la Côte d'Ivoire. Une chance pour la paix. En attendant donc la grande messe du 26 janvier prochain à Abidjan, des motions de soutien et d'encouragement ont été adressées au directoire du RHDP unifié. Pari de la mobilisation réussie pour les sympathisants et militants du RHDP unifié de la région du Guémon. Pour la tenue du pré-congrès, la salle de spectacle de la mission catholique de Diokwe a refusé du monde. Venus des départements de Diokwe, Bangolo, Fakobli et Kubli, ces militants sont venus marquer leur adhésion à la création du futur parti. Mamadou Sanogo, président du pré-congrès régional du Guémon, prend acte de cette belle mobilisation. La mobilisation m'a impressionné. Beaucoup de choses sont dites de manière erronée sur le Guémon. Nous venons de voir que le Guémon est plutôt mobilisé pour le RHDP. Nous venons de voir que dans le Guémon, il y a une intégration. Nous avons vu toutes les couches. Une sorte de brassage. Et c'est là au but de lendemain, en tout cas rassurant. Nous devons prôner l'humilité et la rigueur pour éviter les écueils pour le futur. En retour, les militants et sympathisants promettent maintenir le cap jusqu'au 26 janvier prochain et même au-delà.
Et dans l'actualité internationale, au Venezuela, le président du Parlement, Juan Guaidó, 34 ans, s'est autoproclamé président en exercice du pays en attendant de nouvelles élections devant des dizaines de milliers de participants réunis à Caracas pour protester contre le président Nicolás Maduro. Le président du Parlement vénézuélien a juré d'assumer formellement les compétences de l'exécutif national comme président par intérim du Venezuela pour parvenir à un gouvernement de transition et obtenir des élections libres. Ce mercredi également, opposants et participants du président Nicolás Maduro sont descendus en masse dans les rues dans tout le pays. Au moins 4 personnes ont été tuées. Et du sport pour terminer, le Lys de Sassandra est pour la première fois le champion de la Ligue. La finale de la 6e édition de la Coupe de la Ligue a eu lieu ce mercredi au stade Robert Champrou de Marcory. Le Lys de Sassandra était opposé à la FAD d'Abidjan. Le score final est de 7-6. Retour sur ce match avec Oda Legbe. Le Lys de Sassandra et la FAD d'Abidjan ont livré jeu égal durant 90 minutes. Bien organisé dans sa ligne, le tenant du titre, la FAD en blanc, a tenu son rang de meilleure défense. Du côté du Lys de Sassandra, Nguessambi et Brou Manassé se sont signalés aux 55 et 59e minutes par des frappes non cadrées. Mais à la suite du temps réglementaire soldé par un nul vierge 0-0, le Lys de Sassandra et la FAD d'Abidjan se sont départagés au tir au but 7-6 au profit du Lys de Sassandra. Une victoire qui permet au promu de Ligue 1 de gagner le premier trophée de son histoire dans la compétition. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Retrouvez demain la suite de l'actualité sur RTI1. Bonne soirée.